Altea fête ses 20 ans, 20 années d'engagement, d'audace, de virages, parfois risqués, de succès partagés et surtout d'histoires humaines. Ces histoires, on les raconte souvent entre deux portes, lors d'un déjeuner, lors d'un séminaire ou dans les couloirs de Altea. Mais pour la première fois, nous avons décidé de les podcaster, de poser des mots, des souvenirs et des voix sur ce chemin collectif. Ces podcasts, en quelque sorte, c'est une archive vivante de l'aventure d'Altea. Ils vont vous plonger, chers auditeurs, dans les coulisses, les doutes, les choix et la vision de celles et ceux qui ont porté ce projet depuis le premier jour. J'ai justement avec moi David Belaïch. Bonjour David. Bonjour. Et Philippe Powels. Bonjour David. Bonjour à l'origine. Les David alors. Eh oui, il y a plusieurs David. Vous êtes tous les deux à l'origine de cette histoire. Et j'ai envie de revenir avec vous sur les tout débuts d'Altea. On parlait avec vous, c'est se replonger dans cette histoire, mais justement, il y avait des personnes qui étaient là aussi, des témoins qui ont vu cette histoire démarrer. Je vous propose de les écouter et on raconte cette histoire avec tous les deux juste après. David, Philippe, dans ce premier épisode, on va rembobiner la bande jusqu'en 2005, là où tout a commencé. Une rencontre chez Unilog, un café qui change tout, qui change une trajectoire, et le vertige de la page blanche. On va vous raconter, chers auditeurs, la naissance d'Altea, vous l'avez compris, de ses premiers pas dans un petit bureau Place Vendôme, les projets fondateurs, les refus des banques, les soutenances décisives, une époque où rien n'était écrit d'avance, mais où tout était déjà là. La détermination, les valeurs et l'envie de construire autrement. David, Philippe, comment s'est passée votre rencontre ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Philippe ? Pas du tout. La première rencontre. T'as occulté, c'est ça. La première rencontre, non, ça devait être sur une proposition, parce qu'avant il y avait assez peu Internet et on faisait les propositions la nuit. Par fax. Non, pas par fax, mais en tout cas, c'était les propositions la nuit. Ouais. Et donc à 4h du matin, je l'ai vu travailler avec une personne de mes équipes. Il faisait pas partie de mes équipes. Et donc voilà, j'ai un peu travaillé avec eux aussi pendant cette nuit et je lui ai dit mais pourquoi tu fais partie de l'équipe d'ingénierie, viens dans le conseil et voilà. Directement. Direct. T'as flairé le bon candidat. On s'entendait bien, c'était assez fluide. Enfin voilà, en plus c'était un déconneur, moi aussi, etc. Donc j'ai dit viens travailler avec moi. Tu te rappelles de ce moment ? Je te coupe juste, David. Tu te rappelles de ce moment précis ? Je corrige après. C'était pas pas 4h du matin, d'accord. c'était à 11h. Je te donne la vraie histoire après, moi, si tu veux. Moi, je te fais la belle histoire. Bon. Et donc, il a attendu à peu près quelques mois parce qu'il s'était engagé à rester dans l'équipe d'ingénierie pendant un certain temps. Et après son engagement, il m'a dit j'arrive. Donc, à ce moment-là, c'est chez Unilog. Vous êtes dans des équipes différentes. Philippe, la vraie histoire, c'est laquelle ? Corrige. Non, c'est à peu près la vraie histoire. On s'est rencontrés. Ouais. C'était le 17 septembre 2002. Ah, il a pas du tout oublié. Mais il a non, pas du tout oublié. Après, il faudra vérifier si le 17 septembre, c'était pas un dimanche. Parce que j'en sais rien, au fond. On fact-checkera ça. En tout cas, on bossait sur une propale avec une autre personne pour un dossier de mise en œuvre d'une nouvelle solution de paye pour un grand acteur de l'énergie en France. Et David bossait pas encore dans la RH, mais allait rejoindre cette équipe-là. Et passer voir en se disant tiens je vais passer voir vers 10h30 11h l'équipe qui bossait dans le bureau d'à côté parce que ça allait être ses équipes l'année d'après et c'est là où on s'est vu pour la première fois. Est-ce que là, déjà, on se dit, peut-être qu'on peut créer une boîte ensemble ou pas du tout, c'est très très loin de vos pensées ? Non, moi je savais que je voulais créer une boîte de conseil pour donner une certaine patte, une certaine façon de travailler dans le conseil et j'avais atteint le niveau de maturité, ce que je n'avais pas avant et donc là j'étais prêt, tous les astres étaient alignés et je cherchais un partenaire parce que c'est toujours très important. Tu cherchais déjà un partenaire ? Je cherchais un partenaire, je voulais pas partir seul et je voulais un partenaire qui soit un entrepreneur, donc avec la capacité de prendre des risques, en étant très pragmatique et aussi prendre du plaisir aussi. Donc et donc j'avais une équipe de managers et donc j'ai pensé à Philippe et donc un jour on prend un café et il a fallu que je sorte du bois parce que c'était confidentiel mon départ évidemment. Tu avais déjà annoncé ton départ ? Non, c'était confidentiel. Enfin, c'était que dans ma tête. Que dans ta tête, oui, c'est hyper confidentiel. Normalement, je savais qu'il n'y avait pas de fuite.
Et je lui ai dit, écoute, je vais partir d'Unilogue dans 8 mois, 9 mois, enfin on va préparer, pas tout de suite, je lui ai dit, voilà, on va partir de zéro, on va démissionner, on va pas prendre d'aide, et donc on n'aura pas de chômage, et on va partir comme ça à deux. Toi, l'entrepreneuriat, Philippe, c'est quelque chose qui te titillait déjà depuis des années, des mois, ou pas du tout? C'était une potentialité que j'avais largement laissée ouverte. J'avais plutôt envie d'avoir des aventures professionnelles diverses et le fait de participer à la création d'une entreprise en fait partie. C'est forcément extrêmement riche. Maintenant, c'était pas un passage obligé. L'expatriation était aussi un truc qui me faisait envie et que j'ai pas fait. En tout cas, j'avais laissé toutes ces portes ouvertes là, y compris au travers d'un contrat de mariage en séparation de biens, y compris en étant assez libre dans ma tête d'être en capacité de le faire. Quand on s'est rencontrés, pour revenir à ta question, c'était pas encore le sujet. Après avoir travaillé ensemble, quand David me l'a proposé, ça a pas été un sujet non plus. Que de l'accepter parce que j'avais suffisamment de confiance dans notre relation et dans ce qu'on était capable de faire ensemble pour se dire que c'était le moment de le faire et qu'on le sentait, donc autant y aller. T'as peu hésité, finalement. Ah non, c'est pas que pas hésiter. C'est au bout de 5 minutes, il me dit OK. Je dis OK, mais attends, je t'ai même pas expliqué. Donc toi, t'étais presque surpris, en fait. Ah bon, mais tu veux pas que je t'en parle un peu plus? Non, OK, c'est clair, je suis prêt. Non, mais en fait, il y a des choses qui sont très évidentes dans la vie et quand c'est évident, c'est pas la peine de réfléchir. Alors, on avait bossé 2 ans déjà ensemble. Oui, c'est ça. Il y a 2 ans de relation professionnelle. Donc 1 an et demi, et puis après on a préparé l'entreprise, préparé la façon le site web, etc. Tout était globalement prêt, et il fallait qu'on soit prêt psychologiquement parce que démissionner d'une boîte où c'était ma première boîte et c'était la première boîte de Philippe. Donc on a eu qu'une boîte avant Altea. Démissionner, on avait chacun une femme, la mienne ne travaillait pas. On avait 2 enfants, on avait des enfants, on avait acheté l'appart. C'est une prise de risque maximale. Une prise de risque maximale et pas de chômage. Et des difficultés à peut-être trouver des soutiens bancaires lorsqu'on démarre une activité comme celle-là. Est-ce que c'est facile? Est-ce que on doit sortir les rames? Parce que faut un peu de sous quand même pour démarrer ça. C'est pas facile, c'est une question aussi de conviction, mais évidemment comme on n'avait pas de chômage, on se payait quand même un petit peu, et puis on avait les premiers investissements et donc progressivement, et on avait notre business plan qui amenait l'entreprise à être à moins 90 000 à un moment donné, mais c'était prévu dans notre business plan que la banque avait, notre banque pivot. La plus importante, qui est une grande banque. Et à ce moment-là, c'était compliqué parce que on est parti quand même 2 semaines en vacances parce qu'on savait qu'après ça allait être dur. Donc du 15 mai globalement à fin juillet, on a lancé la boîte. On a fait X recrutements. On a dû faire 25 recrutements. Oui, les 90 cas, c'est ça. C'est des recrutements, c'est vous payer, c'est tout ça. Exactement. Et donc il y avait 8 personnes qui arrivaient en septembre, il y en avait 9 qui arrivaient en octobre, 3 en novembre. Ça y est, c'était parti. Il y a la boule au ventre quand même à ce moment-là. J'imagine que ça doit... Non, parce que quand on part, on a cassé les rétroviseurs, donc voilà, et on a quand vous n'avez pas le chômage, vous posez pas la question en disant est-ce que ça va marcher ou pas. Ça doit marcher. Et donc c'est un moteur énorme de se dire on y va quoi. Donc on se pose pas la question. Et donc on recrute. Et en même temps qu'on recrute, on arrive tous à les staffer. C'est-à-dire que le 15 août, on avait 20 personnes qui arrivaient, septembre, octobre, novembre, et on savait où ils allaient être staffés et on avait déjà les contrats. Donc l'embellie pour démarrer. Et on savait que ça nous permettait d'être bankable à partir de du mois de septembre. Mais entre-temps, on n'avait pas. On n'était pas bankable, donc moins 90 000, et la banque était pas très contente. Dans l'histoire Altea, il y a ce bureau Place Vendôme, c'est quand même un bel endroit pour démarrer. Est-ce que tu peux nous raconter ces bureaux? Parce que c'est assez incroyable comme endroit. Ouais, au-delà de l'endroit, faut comprendre que dans une boîte de conseil, les bureaux, on travaille beaucoup chez nos clients. Et donc les bureaux de la boîte, c'est l'endroit où on passe, c'est l'endroit où on se retrouve. C'est presque pour les consultants moins un endroit où on travaille. Et c'est hyper important d'avoir des bureaux et des endroits qui nous ressemblent, dans lesquels les gens ont envie de passer, qui soient suffisamment bien placés, où ils se sentent bien. Et donc on a toujours mis beaucoup d'importance à avoir des locaux qui soient agréables pour nos consultants et qui soient attractifs. Et les premiers locaux qu'on a pris, on a regardé, évidemment,
évidemment, et on a trouvé des locaux en facility management, type Régus, place Vendôme. Au cœur de Paris, dans une place effectivement c'est chic, assez belle. Très accessible et dans un immeuble magnifique et dans dans un environnement magnifique. Là on est en 2005. Et là on est en 2005, ouais. c'est nos premiers bureaux. Alors moi j'ai des super souvenirs parce qu'on louait des salles avec des moulures, des grandes tables très très belles pour faire des réunions. On avait vu sur la place Vendôme de la fenêtre et c'est vrai que les consultants passaient avec plaisir parce que en plus c'est bien placé. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est comme c'est une adresse prestigieuse, il y a plein de boîtes aux lettres faites par plein de boîtes à cet endroit, ce qui fait que les locaux sont très rentables et finalement moins chers qu'à la Défense à l'époque. D'accord. Et donc, et donc c'était en plus très rentable. Évidemment, on a, David l'a dit, on a recruté beaucoup au début pour atteindre un équilibre financier, pour créer une équipe, parce que quand tu crées une boîte de conseil, le plus important c'est l'équipe, et donc on a beaucoup travaillé à créer l'équipe en premier lieu, et très rapidement les locaux pouvaient devenir petits et c'était dur de se réunir là, donc on a cherché d'autres locaux, et là il nous est arrivé un truc extraordinaire, c'est qu'il y a un agent immobilier qui nous a proposé en fait de louer, de sous-louer à Christian Lacroix des locaux rue du Faubourg Saint-Honoré en face du Bristol. Et là, on était encore en plein cœur de Paris, dans un immeuble assez incroyable. On a eu l'occasion de visiter l'hôtel particulier avec les 2000 mètres carrés de jardin et de pelouse derrière, en plein cœur de Paris. Donc encore un endroit assez incroyable où ça donnait vraiment un cachet à l'entreprise qui était toute petite, de la confiance qu'on avait dans nos offres et dans notre marché, et ça donnait une image auprès des consultants et auprès de nos clients qui était très porteuse pour nous. Donc les locaux, ça a toujours été un truc super important, et au début on a vraiment eu des locaux assez incroyables. Et tu parles de confiance, j'imagine qu'avec les premiers projets, la confiance est de plus en plus forte. Je crois qu'il y a des projets AXA, Monoprix, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous pouvez nous les raconter, mais les premières gagnes, j'imagine qu'on s'en souvient longtemps, David. Alors, juste pour terminer sur les locaux, c'est vrai que c'était important, et quelques anecdotes, on faisait quand même les entretiens de recrutement au café au Bristol. Donc voilà, c'est sympa. Et un point qui m'avait marqué, c'est que j'ai toujours rêvé de mettre les logos des entreprises clientes en cadre et sur un mur. Et donc au début, on avait un grand mur blanc et on avait le premier logo SFR. Et 1 an et demi après, il n'y avait plus de place sur le mur. Et maintenant, il n'y a plus de mur. Donc maintenant, il n'y a plus de mur parce qu'il y a trop de clients, mais jamais trop. Mais c'était une belle anecdote, et je voyais progressivement le mur se remplir, et c'était un moment important. Et les premiers logos sur ce mur-là? Les premiers logos, le premier client qui nous a fait confiance, parce qu'il connaissait très très bien Philippe, c'est RATP, qui est resté 14 ans, 15 ans client. Facile. Et le premier client direct, parce qu'il faut savoir qu'on avait donné notre engagement vis-à-vis d'Uniloc de pas piquer leurs clients. Ouais. C'était nos équipes, donc c'était important. Et donc on a dû aller chercher d'autres nouveaux clients. Et le premier client direct, c'était SFR, 6 mois après. Mais c'était le premier client, une régie classique, et c'était notre premier client direct. Le vrai moment important, c'est Monoprix. Il y a eu un avant et un après, je crois. Parce qu'en fait, c'est là c'est notre première aide au choix qu'on a réalisé, et on a créé toute notre méthodo sur ce projet-là. Et donc, on a même fait de temps en temps de la surqualité, mais on a inventé toutes les méthodos qu'on utilise aujourd'hui. Et on a travaillé tous les deux sur la mission, en plus. On a travaillé sur l'appel d'offres ensemble, et je me rappelle qu'on était encore à Place Vendôme. Je crois que c'était mi-2006, où le DSI m'appelle et me dit « Bon, David, vous avez gagné ». Et j'étais hyper content parce que je savais qu'il y avait un après. Et je dis à Philippe qu'il avait compris qu'on avait gagné. Et on était hyper content. Et 5 minutes après, il dit « Bon, maintenant, il va falloir tout créer, quoi. Maintenant, on va rentrer dans la prod. Waouh !» Mais c'était extraordinaire. Donc oui, il y avait un avant et un après. Et il y a des méthodos aujourd'hui d'aide au choix qu'on utilise encore aujourd'hui, qui datent, qui viennent de ce moment-là. Et après, il y a le premier grand compte CAC 40. Je crois que c'était Safran, le premier grand compte. Avec une soutenance particulièrement marquante. Je ne sais pas si vous vous en souvenez tous les deux. Peut-être Philippe a un souvenir. En fait, ce qui était très challenging pour nous, c'est que nous, d'abord,
très gros projet avec plusieurs aides au choix sur plusieurs pans métiers dans le cadre du rapprochement et de la création de Safran, puisqu'on est en 2007 et que Safran vient de se créer par le rapprochement de Sagem et de Snecma et du monde Messier. Et donc l'équipe Safran en face de nous, elle a beaucoup d'enjeux. Elle doit réussir un projet qui va être le premier projet groupe de Safran, et elle choisit une entreprise de conseil pour l'accompagner, surtout sa dimension RH, à faire cet alignement. Et on a une proposition qui est importante pour nous à produire, et une soutenance où il nous donne un cadre. Nous, on avait de quoi parler 4-5 heures sur le projet, et il nous donne un cadre de 45 minutes de présentation sans interruption, pas d'échange, et 15 minutes de questions-réponses. Et donc, on avait beaucoup de choses à dire et de messages à passer pour montrer notre engagement et notre savoir-faire, et en même temps un cadre extrêmement précis. Donc, on avait beaucoup répété, et en fait, comme on avait beaucoup répété dans la soutenance, on s'est passé la parole, on avait une connivence de présentation parce qu'on l'avait beaucoup préparé, et ça s'était ressenti. Alors, on a gagné in fine, mais le premier retour qu'ils nous ont fait sur la soutenance, et ça nous avait marqué, c'est on vous a senti très sûr de vous. Et en fait, on avait tellement préparé le truc que on était presque trop bon dans la soutenance, dans notre préparation. Donc, mais un super souvenir. Et l'autre élément de cette soutenance, c'est que c'est en effet 45 minutes, aucune réaction, aucune question, c'est poker face des gens qui sont en face de toi. Donc tu sais pas si tu marques des points, tu sais pas si tu sais rien. T'en ressors, t'as pas eu une question, pas un rictus. Et on se dit, on ne sait pas si on a bien fait ou pas. On est en quelle année pour cette 2007 2007-2008, ouais, quelques années après le début de l'aventure. Et important parce que premier compte CAC 40. Premier compte CAC 40, Altea a 3 ans. Qu'est-ce que vous auriez pu refaire différemment, ou alors est-ce que vous auriez refait tout pareil ? Je pense qu'on aurait fait tout pareil. Quand tu vois que le premier exercice, qui était un peu long, puisque c'était de mai c'était un exercice à 16-17 mois, on a fait 3,8 millions de chiffre d'affaires en premier exercice. C'était énorme. Et tout ce qu'on avait imaginé en disant, on sera bankable en septembre, etc., ça a été, on l'a fait. Et donc, non, je pense pas. Je pense qu'en plus, ce qui était très important et ce qui est encore important aujourd'hui, c'est la façon de le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas débordé sur des choses un peu malhonnêtes, etc. La ligne conductrice qui était d'être hyper intègre, hyper honnête, que ce soit sur des aides au choix, que ce soit vis-à-vis de nos clients, nos collaborateurs, c'était super important. Donc oui, il y a une grosse croissance, 30-40% par an les 3 premières années, mais toujours avec ces valeurs-là, et on était assez fiers. Ouais. Et au bout de 3 ans, il y a cette crise qui arrive en France et dans le monde. Comment on vit ces premiers tracas, cette première crise? Comment on survit à ça en tant que jeune entreprise? Déjà, moi, c'était pas ma première crise en tant que patron de PNL, ma première en tant que chef d'entreprise. Et finalement, on l'a plutôt bien vécu parce que c'est une année en 2009 où on a eu 40% de croissance. Et aussi parce qu'on était très peu dans le secteur bancaire. Et on était assez résilient aussi parce qu'on était multisectoriel, donc on a été beaucoup moins touchés. Là où on a commencé à être touché, c'est plutôt en 2010, là où il y a la crise des dettes européennes. Mais globalement, on l'a plutôt bien vécu, et ça a été plus dur en 2010. Mais 2009 a été une très très bonne année pour Altea. Philippe, est-ce que tu as vécu ça de la même manière? Je te sens sourciller un peu. Pas du tout. En fait, 2008, c'est une crise financière qui ne nous touche pas et qui touche le secteur financier, mais qui touche pas l'économie en général. La crise économique, elle vient plutôt en 2010, 2011, 2012. En tout cas, dans ce que ça peut nous avoir touché dans notre activité et dans l'activité de nos clients. Donc, 2008, c'est pas vraiment le sujet pour nous. Et ensuite, en 2008, on est encore une entreprise. Alors, j'espère qu'on l'est toujours, mais on est une entreprise assez jeune, dans lequel il y a beaucoup d'énergie. On est, je sais pas combien, je saurais même pas le dire, mais 45-50 personnes, donc on est encore assez agile, et on a moyen de surperformer un marché. Donc on est dans cette énergie-là, on n'est pas du tout dans un marché où notre activité est complètement dictée par une activité du marché.
Et puis on n'avait pas de fonction transverse, on n'avait pas d'assistante, on n'avait pas d'RH. Cette agilité, on faisait tout, quoi. Ouais, Donc on faisait même les courses chez Leclerc pour les pots, quoi. Ouais. Donc voilà, finalement on était une société qui était hyper agile pour traverser ce type de crise, quoi. Et avec plein d'envie, de régions, de verticales qui vont arriver dans les années qui vont suivre. Mais en tout cas, là, on peut dire que les fondations sont posées à ce moment-là. Vous avez franchi les premiers obstacles, trouvé les premiers clients, appris à marcher vite, assez vite quand même. Et dans le prochain épisode, si vous êtes d'accord, on va vous raconter, chers auditeurs, comment cette croissance fulgurante va vous obliger à vous structurer, à vous réinventer, à poser les bases de ce qui va devenir votre ADN managérial et culturel. Une adolescence, quelque part, pleine de défis et de décisions clés que vous allez être amenés à mener. Merci à tous les deux. Merci. Merci.